excusez-moi du ton familier que peut-être je donnerai à cette conférence. J'ai tellement écrit sur la question du logement social, écrit de façon très scrupuleuse, avec beaucoup de règles de ce que j'imaginais être la belle écriture, que quand je parle, c'est l'inverse. Je n'arrive pas à parler comme j'écris. Donc, excusez-moi par avance du ton éventuellement familier que je donnerai à cette conférence. Et si vous souhaitez lire quelque chose de plus écrit, j'ai mis 2 références bibliographiques de mon livre et d'un article sur cette question-là. Mais l'article comme le livre sont déjà assez anciens et mes réflexions sur ces questions ont un petit peu évolué depuis et là je voudrais aussi insister sur certains aspects peut-être pas toujours très développés des questions de logement social. D'une part, la maîtrise d'ouvrage, mais ça, je l'avais effectivement très étudié à l'époque. D'autre part, le passage du privé au public, d'une maîtrise d'ouvrage privée à une maîtrise d'ouvrage public, qui était l'affaire de l'entre-deux-guerres. Maîtrise d'ouvrage public, mais au niveau local. Donc le côté local, localiste des questions qui ont trait au logement social sont très importantes dans l'histoire française. On n'est pas du tout dans une politique du logement national, politique qui ne commencera à voir le jour que dans l'après-guerre. Je voudrais aussi insister sur un autre point que je n'avais pas tellement abordé en tant que tel à l'époque, qui était le problème de la famille. On va y venir assez vite. Le logement social, dans toute la première moitié du XXe siècle, n'a pas été destiné, n'est pas conçu pour l'ouvrier, pour le prolétaire en tant qu'individu. Il est conçu volontairement comme un programme nouveau à destination de la famille ouvrière. Non pas du tout de l'ouvrier, mais de la famille ouvrière, dans un sens très précis que je vais évoquer maintenant. Un dernier point aussi dans ces idées reçues qu'il convient d'écarter quand on travaille sur le logement social, contrairement à ce que parfois les sociologues laissent entendre. Le logement ouvrier n'est pas du tout la réduction de l'appartement bourgeois, pas plus que l'appartement bourgeois n'est la réduction de l'appartement aristocratique, mais peut-être encore moins. Le logement ouvrier tel qu'on va le voir ce soir a été une vraie invention, ex nihilo, à partir une invention comme le XIXe siècle a beaucoup aimé en faire, de ces inventions typologiques et fonctionnalistes. De même qu'il y a eu des machines à guérir, des machines à faire un traitement moral des individus, les prisons panoptiques, les hôpitaux, etc., les écoles. Il y a eu des machines à fabriquer de la famille ouvrière et des machines à guérir la tuberculose urbaine. Et le logement social, c'est ça, à l'origine, une machine à fabriquer de la famille, à éduquer, à socialiser l'ouvrier, mais surtout à lui donner la possibilité d'avoir une famille. Voilà. Et c'est un peu tous ces aspects que je souhaiterais développer. Alors, à l'origine du logement social, il y a évidemment l'affaire du taudis. Alors maintenant, il faudrait que je lance la chose. On connaît tous ce genre de coupe populaire des immeubles pré-haussmanniens et haussmanniens, tels que les magazines populaires les ont beaucoup diffusés au milieu du XIXe siècle. Donc l'immeuble
parisien comme microcosme de la société parisienne, avec les grands bourgeois, l'étage noble, ou les familles aristocratiques, mais plutôt la grande bourgeoisie. Et puis plus on monte dans les étages, plus on descend dans l'échelle sociale. Et puis dans la soupente, l'ouvrier, le rapin, la famille misérable, l'ouvrier tout en haut à droite, accablé d'enfants, les vieux sans ressources, hein, donc les plus misérables des misérables, et puis le rapin qui danse à gauche, voilà, et puis dans la coupe de gauche qui est au fond sensiblement de la même époque que celle de droite, hein, tout ça date des années 1840. Là aussi, une femme seule, veillant son enfant malade, en faisant des petits travaux de couture à la lueur d'une bougie. Voilà l'habitat ouvrier des années tel qu'il est, selon les mythes de la société parisienne, au milieu du 19e. Mais habitat ouvrier, ou en tout cas habitat pis-aller, abri des familles ouvrières dans les toitures des immeubles bourgeois, qu'on reproche souvent à Haussmann d'avoir détruit. Hein, donc une proximité, une mixité, comme on dirait maintenant, des classes sociales que les grands travaux haussmanniens auraient détruite. Peut-être que Darin a parlé de ceci, mais nous, on en vient au problème des ouvriers, des prolétaires parisiens. Et voilà une autre image tirée de la littérature populaire du XIXe siècle, des romans populaires. C'est un couple d'ouvriers madame dit à monsieur, ben voilà ton enfant, voilà où il est. Eh bien son enfant, son nouveau-né, il a été déposé dans un de ces petits coffres à clapets qui sont aménagés pour l'abandon des enfants dans les façades des institutions religieuses. On peut donc abandonner son enfant dans cette petite niche et puis tirer sur une poignée qui va d'une part actionner une sonnerie de l'autre côté et d'autre part fermer le volet. Voilà, c'est encore mieux que l'accouchement sous X, l'abandon définitif de l'enfant. Alors voilà, le constat, c'est qu'il n'y a pas de famille ouvrière, car il n'y a pas de logement pour les ouvriers, et donc ni mariage, ni enfant possible, abandon des enfants. Alors il y a aussi une immense littérature, et ça rejoint tous ces problèmes de filiation et que connaît le XIXe siècle, enfants perdus, enfants abandonnés, parents qui ont perdu leurs enfants, pseudo Louis XVII retrouvés dans les campagnes, enfin voilà, hein, les enfants non plus. Dans chaque enfant abandonné, il y a peut-être un Louis XVII. Dans chaque famille, il y a des parents qui ont été obligés d'abandonner leurs enfants. Alors, dans toute la littérature sur le taudis, la prolétarisation, le surpeuplement au XIXe siècle, il y a aussi toute une iconographie associée. Là, j'en ai malheureusement très peu d'exemples, mais il y a beaucoup de descriptions, d'enquêtes sociales, d'enquêtes médicales, de descriptions architecturales, d'articles de journalistes sur les taudis du XIXe siècle, taudis qui sont les appartements démembrés en pièces pour une famille entière, les bidonvilles, les caves, les chambres de bonne, etc., ou les garnis, hein, tous les hôtels garnis de toutes les classes possibles. Il existe aussi quelques photos, mais plutôt au XXe siècle, plutôt dans des archives finalement assez peu dépouillées, dans les archives de la préfecture de police par exemple, qui a la tutelle des questions d'hygiène. Et donc voici une photo parmi tous ces fonds de photos qui sont des constats sur les taudis parisiens. Ici, c'est le taudis, un très célèbre taudis de la fin du 19e et du début du 20e siècle qui s'appelait la Cité Jeanne d'Arc. Parmi les taudis, il y a bien entendu toute la zone
la zone d'un édificandi autour des fortifications. Et auparavant, ce bidonville des fortifications, au milieu du 19e, se situe par exemple à hauteur des barrières, hein, juste au-delà de l'enceinte des fermiers généraux. Et puis la zone de bidonville s'éloigne petit à petit du centre. Plus l'urbanisation gagne, plus les bidonvilles s'éloignent. Mais ils sont toujours bien présents, très décrits, y compris dans la manière, dans la population qui les habite, les matériaux de construction ou de récupération, plus exactement, dont ils sont faits. Voilà, donc cette histoire du taudis, que notamment Roger-Henri Guérand a faite, est un peu la préhistoire de notre affaire de logement social. Je ne vais pas m'attarder sur ce que Roger-Henri Guérand a aimé aussi étudier comme étant la face lumineuse de cette question du taudis, et qui est l'habitat utopique, hein, tous les mouvements du socialisme utopique au XIXe siècle, car c'est en général... D'abord, ce sont généralement des utopies. Il y en a peu d'exemples bâtis. Quand ils sont bâtis, ils sont répudiés par les utopistes, puisque plus du tout utopiques. Très peu en site urbain, sauf la cité Napoléon, elle-même récupérée par les autorités, donc totalement discréditée auprès des fourriéristes. Enfin, là, il y a là tout un sujet qui est un peu différent. Et là, je voudrais donc commencer cette invention du logement social par les maîtres d'ouvrage qui ont cherché justement à inventer quelque chose de nouveau pour faire face à la crise de plus en plus aiguë du logement dans les grandes métropoles et notamment à Paris. Ce mouvement, ce sont des réformateurs sociaux, très mal considéré il y a 30 ans quand Roger-Henri Guérand, ou 40 ans quand Roger-Henri Guérand écrivait, beaucoup mieux considéré maintenant, puisque ça fait l'objet de beaucoup d'études ou de séminaires récents. Ce mouvement réformiste des années 1900, 1890-1900, voici deux des chefs de file du mouvement. À gauche, Georges Picot, un magistrat. À droite, Émile Chesson, un ingénieur des mines. Autour de ces deux-là, Georges Picot, qui a écrit le livre fondateur du mouvement, Un devoir social et les logements d'ouvriers. Donc, ces gens-là appellent à une croisade en faveur du logement ouvrier. Le logement ouvrier étant à leurs yeux, dans l'apanage, pourrait être une des inventions, une des solutions apportées par les classes possédantes, action envers la classe ouvrière, vue jusqu'alors comme classe dangereuse, mais qu'on pourrait socialiser, intégrer à la société bourgeoise par l'intermédiaire d'un certain nombre d'œuvres dont le logement fait partie. Au même titre que l'éducation publique, laïque, obligatoire, au même titre que la santé publique, dans les années 1900, loi sur la santé publique, eh bien, le logement est à leurs yeux une œuvre de l'initiative privée, mais éventuellement préparant une action publique. Hein. Il y a des dissensions dans le mouvement entre ceux qui pensent que les philanthropes sont un mouvement pilote qui va préparer l'intervention publique, ceux qui sont au contraire pour la société civile contre l'État, et donc à penser que l'État n'a pas à se mêler de ces questions, la société civile en fera son affaire, comme ça a été le cas en Angleterre. Donc ce mouvement autour du musée social, autour des clubs de pensée réformistes, va inventer littéralement un programme nouveau. Alors ce programme nouveau, c'est du logement, mais pas le logement vu comme un problème strictement architectural, le logement vu comme un problème sanitaire, éducatif, social, urbain, vraiment quelque chose de global, par lequel on va socialiser l'ouvrier, éduquer l'enfant, former de bons ouvriers pour la France de demain, de bons soldats, encourager la natalité, réduire l'alcoolisme, réduire la tuberculose, réduire la mortalité infantile. Tous les combats sociaux de l'époque, sociaux, sanitaires, eh bien, eux vont penser
que le logement est susceptible de leur trouver une solution, ou que ces combats pourraient se fédérer autour ou par le logement. Le logement serait en quelque sorte le catalyseur d'un tout un tas de problèmes qui pourraient aider à résoudre. Et donc, voilà, principalement, mortalité infantile, alcoolisme, malnutrition, eugénisme, natalité, etc. Éducation des enfants, éducation de la femme, création ou invention de la famille ouvrière. Parmi tous ces problèmes, un des problèmes importants, ce sont les maladies urbaines, les contagions urbaines. Au XIXe siècle, la grande maladie urbaine, le fléau dans les grandes villes, c'est le choléra. Mais le choléra se réveille, est une épidémie qui ne se réveille que de temps à autre, hein, qui est intermittente en quelque sorte. Tous les 10-15 ans, hop, le choléra repart. Il fait 10 000 morts, puis il s'endort, et 15 ans plus tard, ça redémarre. Voilà, c'est une épidémie intermittente. Mais au début du XXe siècle, apparaît une épidémie qui, elle, paraît encore plus dangereuse, fait beaucoup plus de morts que le choléra, c'est la tuberculose. Les premières études sur la tuberculose datent de la fin du XIXe siècle, en 1894. On est tellement inquiet de ce nouveau phénomène qu'on crée un casier sanitaire des maisons de Paris. 80 000 maisons dans Paris, maisons ou immeubles, maisons au sens ancien. Donc 80 000 dossiers à la préfecture de police. Et dans ces 80 000 dossiers, toutes les maladies contagieuses et tous les décès sont enregistrés. Ils sont enregistrés et analysés en fonction des caractéristiques de l'habitat. On va savoir s'il y a plus de morts au 6e étage ou au 3e ou au rez-de-chaussée, s'il y a plus de morts sur la façade nord ou sur la façade sud de l'immeuble, s'il y a plus de morts dans un logement grand ou petit, bien éclairé ou mal éclairé, assaini ou non. Donc il y a une corrélation qui est faite entre la tuberculose et l'habitat. La tuberculose, bon, je commets un petit anachronisme en vous montrant une carte des années 1930, mais on va commencer à cartographier très systématiquement la tuberculose à ce moment-là. Et voilà la première carte de la tuberculose à Paris. Elle date de 1906, donc après 10 ans de fonctionnement de ce casier sanitaire. Donc c'est le résultat de 10 ans de statistiques sur la mortalité par tuberculose. Donc on voit que c'est les quartiers est et nord de Paris qui souffrent, mais on voit aussi des petits points noirs. Il y a 6 petits points noirs dans Paris. On va les appeler îlots insalubres. Ces 6 petits points noirs sont les lieux où la mortalité par tuberculose excède vraiment beaucoup tout le reste de Paris. Pour donner les choses de façon imagée, il y a à l'époque 10 000 morts par an à Paris de tuberculose, 150 000 en France. Les chiffres ne cessent d'augmenter, hein, donc il y a un vrai fléau et qui est une terreur pour toute la société. Mais il y a dans le tissu urbain, si on en croit cette carte, des lieux qui sont tellement infestés de tuberculose que, disent les statisticiens, si on loue un logement dans ces îlots, on est sûr d'y mourir en 10 ans. Voilà. Donc, sur la base de ce constat, on peut imaginer un affolement général. Or, 20 ans plus tard, on continue les séries statistiques et dans les années 1920, 20 ou 30, enfin au milieu des années 20, je crois me souvenir, les 6 petits points noirs ne sont plus 6, ils sont devenus 17 et ils augmentent. Et à ce moment-là, il va y avoir un phénomène d'affolement et une métaphore qui va se généraliser entre l'idée d'un îlot insalubre et du cancer, des métastases.
Tout se passe comme si l'organisme urbain était affecté du cancer. Les cellules cancéreuses prolifèrent, elles vont partout, il y a des métastases partout, enfin, excepté l'ouest. Mais le centre n'est pas épargné, et évidemment, tout le croissant est de Paris. Donc, on passe de 6 à 17 îlots insalubres dans l'entre-deux-guerres. Et évidemment, pour tout le monde à l'époque, ça va continuer, et il faut éradiquer les îlots insalubres. Il faut lutter contre la tuberculose. Les îlots insalubres, ce sont évidemment des rues très étroites du centre, le plateau Beaubourg, les environs de la place Maubert, le Marais. Alors, soit ce sont les rues très étroites du centre, mais ce sont aussi des quartiers périphériques beaucoup moins denses, Ménilmontant, les environs du Père-Lachaise, le faubourg Saint-Antoine, le nord du faubourg Saint-Antoine, ou des lieux complètement, je ne dis pas déserts, mais très peu habités, comme l'extrême nord de Paris. Donc ce n'est pas uniquement une question de densité ou de surpeuplement. Il y a des lieux où la tuberculose prolifère. Alors aujourd'hui, évidemment, les médecins font une analyse peut-être sociologique ou font des corrélations différentes, mais à l'époque, le principe même du casier sanitaire des maisons de Paris, le fait médical indéniable que le bacille de Koch disparaît, est tué par les rayons du soleil, mais prolifère à l'ombre, ce phénomène médical va accréditer l'idée qu'on peut faire reculer la tuberculose et qu'il n'y a qu'un moyen, d'une part, éradiquer les tumeurs cancéreuses, donc détruire les îlots insalubres. Là-dessus, il n'y a aucune contestation jusqu'aux années 30, jusqu'à la fin des années 30. Mais surtout, l'idée que la tuberculose étant une maladie liée à l'habitat, il faut réformer l'habitat pour faire disparaître la tuberculose. Voilà. En gros, si les populations urbaines veulent survivre, si nos villes veulent avoir un avenir, il faut changer les méthodes d'habitat. Il faut que tout logement ait plusieurs heures, que toute pièce de tout logement soit baignée par les rayons du soleil pendant plusieurs heures par jour. Donc ça veut dire aucune fenêtre au nord, ça veut dire pas de courette, ça veut dire pas de rue étroite, ça veut dire pas de rue orientée est-ouest qui aurait une façade nord, uniquement au nord, pas de logement mono-orienté, ça veut dire dédensification des centres, ça veut dire double orientation des logements, ça veut dire suppression de la typologie d'immeubles haussmanniens. Donc les réflexions vont aller alors là de façon galopante, et les médecins vont en quelque sorte lancer un défi aux architectes, messieurs les architectes, tirez les premiers, trouver un habitat urbain qui soit différent. Et les architectes, en quelque sorte, selon leur génération, vont accepter ou non ce défi. Les théoriciens de l'ancienne génération, quelqu'un comme Julien Gadet, dit que ce problème n'est pas de la responsabilité des architectes, il est sans solution architecturale dans le monde d'aujourd'hui. Il écrit ça dans les années 1900. Mais la jeune génération va avoir une attitude complètement différente, et là où les philanthropes vont intervenir, c'est qu'ils vont se dire que, puisque la tuberculose est une maladie de l'habitat, puisqu'on cherche à résoudre le problème de la crise du logement, eh bien, il faut inventer une nouvelle typologie qui aura notamment pour objet de combattre la tuberculose. Et qu'en outre, si on prétend que la société civile peut résoudre la question sans l'État, donc sans les subsides de l'État, donc il faut faire appel au crédit de la charité ou de la philanthropie bien placée, c'est-à-dire une philanthropie qui commencerait par soi-même, eh bien, il faut convaincre les classes possédantes qu'en investissant dans ces œuvres de semi-charitables, semi-intéressées de logement ouvrier, eh bien, on va combattre la tuberculose, donc
combattre aussi la contagion possible des classes bourgeoises. Hein, donc voilà, comme ils disent, il faut éteindre l'incendie qui est en train de couver, incendie des révolutions sociales, incendie des attentats anarchistes, mais aussi incendie sanitaire de la contagion par la tuberculose. Donc ça va être ça, l'astuce des philanthropes. Et alors sur cette affaire, donc inventer un habitat qui soit hygiéniste, mais hygiéniste non pas au sens qu'on donne à ce terme au XIXe siècle, mais hygiéniste dans un sens nouveau, qui fait appel principalement au soleil. Le soleil, l'air, la verdure, mais surtout le soleil, la lumière, l'aération comme étant les nouveaux outils de l'habitat, de l'architecte de l'habitat social. Alors voilà, juste un tout petit extrait d'un rapport administratif sur les îlots insalubres. L'auteur écrit « Il n'y a qu'un agent de lutte contre le bacille tuberculeux, la lumière. Il n'y a qu'un moyen d'assainir un logement infecté, l'inonder de lumière. Il n'y a qu'une puissance capable de nous préserver de la tuberculose, la lumière. » Donc la lumière devient voilà, la muse de l'architecte dans le domaine du logement. Il se trouve qu'à ce moment-là, il faut donc convaincre, puisque on entend que la société civile se débrouille sans l'État, il faut donc convaincre les grands capitalistes, les maîtres d'ouvrage qui, tout au long du XIXe siècle, investissent dans des œuvres sanitaires, des dispensaires, des hôpitaux et toutes sortes d'œuvres de ce genre, d'investir dans le domaine du logement ouvrier. Alors le modèle anglais va pousser les philanthropes à proposer des sociétés immobilières sans but lucratif, ou à but, comme ils disent, à but faiblement lucratif. Car s'il n'y a aucun but lucratif, évidemment, personne ne va investir, acheter des actions de ces sociétés. Alors, mais si on veut que ce soit une œuvre sociale, il ne faut pas non plus en attendre trop de bénéfices, et donc ils vont inventer une règle qui serait qu'on va former des sociétés immobilières vertueuses qui s'interdiront de distribuer des dividendes au-delà de 4% de rendement, 4% étant égal au rendement de la caisse d'épargne de l'époque, donc le taux de base, plus 1%. Voilà. On offre un tout petit peu mieux que la caisse d'épargne, et on propose aux gens d'investir dans ces sociétés immobilières qui vont construire des logements ouvriers. Et comme ils disent, par l'effet boule de neige, on construit un immeuble, les loyers permettent de construire un deuxième immeuble, les loyers des 2 premiers immeubles en permettront d'en construire 2 de plus, etc. Donc l'idée que très vite, on pourra éradiquer le problème du surpeuplement et combattre la tuberculose. Alors malheureusement, je n'ai pas les photos de ces premiers immeubles. À Paris, le premier immeuble construit avec des logements antituberculeux, si j'ose dire, philanthropiques, vertueux, etc., a été construit rue Jeanne d'Arc en 1889. Il existe toujours, classé monument historique de nos jours, et heureusement car il ne paye pas de mine, et s'il n'était pas écrit dessus grâce au Pell à Stark que c'est un monument historique, on le prendrait pour un taudis, mais bon, c'est un immeuble très dépouillé et construit par un grand prix de Rome, mais qui, voilà, je suis désolée, j'aurais dû amener cette diapo. Mais toujours est-il que cette propagande faite par le mouvement philanthropique va s'essouffler très très vite. Et d'une certaine manière, en 1905-1910, au bout de 15 ans d'existence, ils avaient renoncé. Ça ne marche pas, les capitalistes ne se pressent pas au portillon. Quand ils doivent financer des œuvres charitables, elles sont plutôt dans l'ordre sanitaire. C'est plutôt des hôpitaux, des dispensaires, des gouttes de lait, des protections maternelles, etc., des œuvres de ce genre, mais pas du logement ouvrier. Alors, il faut passer à l'échelle supérieure, et dans cette extrême détresse où ils sont, un miracle se produit, de très grands mécènes vont accepter de donner une très grosse somme pour tenter une expérience. Les mécènes en question
c'est la banque Rothschild. La banque Rothschild, à l'époque, a une très très longue expérience d'œuvres sociales, des dispensaires, des hôpitaux, etc. Et ils acceptent de faire une œuvre entièrement pilotée par le mouvement philanthropique, qui serait une expérience sociale, urbaine, architecturale. Alors, on achète des terrains, on va s'informer à Londres, et puis on revient à Paris et on décide de faire un grand concours d'architecture pour susciter des idées nouvelles, des typologies nouvelles dans ce sens. L'année où ce concours a été lancé, c'est exactement l'année où les premiers résultats des enquêtes sur la tuberculose venaient d'être publiés. Et donc, 1905, le grand concours de la Fondation Rothschild va drainer toute l'élite architecturale de l'époque. Tous les jeunes architectes, on peut dire, participent à ce concours. Il y a 200 et quelques concurrents. Pour l'époque, c'est beaucoup. Un concours à deux phases. Première phase, une esquisse très simple. Deuxième phase, un concours rémunéré pour les 25 premiers, afin de suggérer encore de nouvelles idées. Et puis, un système de maîtrise d'œuvre complètement nouveau lui aussi, où l'architecte ne serait pas seul maître à bord, mais la Fondation Rothschild avait décidé de recruter une agence d'architectes salariés. L'idée, c'est que si on veut faire des milliers de logements, voire des dizaines de milliers de logements, il n'est pas question de payer un architecte au pourcentage. Donc, on va recruter des architectes salariés, mettre au point des prototypes, et puis ensuite commencer une production industrielle de logements sociaux. La conjonction de cette épreuve architecturale avec la tuberculose va faire que les architectes vont adopter comme programme de ce concours la lutte contre la tuberculose. C'était un concours d'idées sans aucun programme, parfaitement libre, carte blanche, et en réalité, on voit que tous les concurrents primés sont les concurrents qui ont cherché le maximum d'air et de lumière dans les logements. Alors, un exemple, donc des plans masses complètement nouveaux, une parcelle triangulaire mal fichue, mais des plans masses nouveaux, des systèmes, des façades très aérées. Voilà le projet du lauréat, façade peinte à la chaux, la loi du Ripollin, la future loi du Ripollin. Très grandes fenêtres, terrasses accessibles, terrasses pour cure de soleil en haut de l'immeuble, pour que les pré-tuberculeux puissent aller prendre un peu le soleil tous les jours dans leur sanatorium domestique. Ou voilà un autre projet primé au concours, une barre complètement ouverte, abandon du front bâti, abandon des courettes, abandon des cours d'immeubles fermés. Le soleil et l'aération sont les seules lois qui doivent régir le logement populaire. C'est ce qu'écrit Tony Garnier dans sa petite déclaration d'intention. Et vous voyez une structure en béton complètement ouverte avec une esthétique qui anticipe magnifiquement le logement social des années 50. Autre exemple de ces études architecturales qui démarrent à ce moment-là, c'est l'idée qu'un plan masse doit s'étudier en fonction de l'aération. Donc, on doit faire des essais en soufflerie. Alors, c'est virtuel, mais l'architecte publie ses petits dessins à l'appui de son projet pour montrer que, quelle que soit la direction du vent, les cours vont être très très bien ventilés. Et donc, les miasmes seront chassés. Il propose aussi des escaliers ouverts pour que les miasmes soient encore mieux chassés. Et puis une orientation correcte de très grandes fenêtres. On va se mettre à préconiser que la fenêtre doit être au moins d'un tiers de la surface de la pièce à éclairer. Et la tuberculose dans la chambre habitée, la tuberculose dans l'architecture devient un grand thème de recherche pour les architectes et notamment pour le lauréat de ce concours, Augustin Rey, qui va publier des tonnes de petits dessins de ce genre, la tuberculose dans la chambre habitée à droite, en montrant comment on doit aménager des surfaces qui réfléchissent les rayons du soleil et les captent en quelque sorte pour que les pièces soient plus ensoleillées. Par exemple, on va décider qu'il faut aérer toutes les pièces les unes sur les autres, par rapport aux autres, donc aucune pièce fermée.
Les placards, on va décider que les placards doivent être en façade, de façon à être ventilés directement, et vitrés, de façon à ce que la famille ouvrière prenne des habitudes d'ordre et de propreté. Que toutes les surfaces soient lavables, comme dans un hôpital. L'idée qui va s'imposer, c'est que le logement ouvrier, c'est un hôpital, doit prendre modèle sur les hôpitaux. Un sanatorium, plus exactement, en fait. Et donc, la théorie architecturale va avancer de façon fulgurante à ce moment-là, dans le sens de l'urbanisme moderne. Plus de cours fermées, que des cours ouvertes, plus d'alignements sur rue, des rues élargies, baignées par l'air et le soleil. Voilà des petits schémas théoriques d'Augustin Rey, publiés dans les années 1910. Voilà, cours fermées bannies, cours ouvertes, avec tous les avantages de l'hygiénisme. Et puis, il a dessiné, malheureusement, on ne trouve plus ses archives, le crin est disparu, mais il a dessiné des dizaines et des dizaines de schémas de ce type pour montrer faire une sorte de propagande, qu'il a d'ailleurs présenté dans le monde entier, d'un habitat antituberculeux pour les populations ouvrières. Donc voilà, il n'y a plus de pièces fermées, tout est ventilé, tout est calculé, les petits trous dans les fenêtres, les plinthes arrondies en bas des murs pour qu'on puisse bien laver, que la poussière ne reste pas, les meubles sur roulettes pour qu'on puisse bien nettoyer derrière, bouger les meubles pour bien nettoyer surface, plus de tapisserie au mur que du ripolin pour pouvoir laver à l'eau. Il va y avoir une réflexion littéralement maniaque sur l'hygiénisme dans le logement à ce moment-là. Autre exemple de cette manie, il faut garder les aliments, on n'a pas de frigidaire naturellement, donc on va inventer le garde-manger hygiénique. Et le garde-manger hygiénique, évidemment, c'est contre le garde-manger haussmannien, avec ce petit placard persienné sous la fenêtre de cuisine. On va imaginer des trémies dont l'air serait purifié par filtrage en bas de la trémie et pulsé dans cette trémie. Donc l'air purifié viendrait ventiler les petits coffres garde-manger des cuisines. Voilà. Donc il y a plein comme ça d'inventions, naturellement jamais mises en application ou très très peu, mais une créativité, une inventivité dans le domaine de l'hygiénisme sans limite. En tout cas, on ne peut pas dire que la profession d'architecte est reculée devant le défi qui lui était présenté. Au contraire, ils se sont tous engouffrés là-dedans. Le Corbusier vient 20 ans après ces gens-là. C'est donc une génération avant le Corbusier que l'hygiénisme est une affaire théorique importante. Alors, quant au concours dont on vient de parler, il s'agit d'un grand îlot dans le faubourg Saint-Antoine, à la limite du 11e et du 12e arrondissement, rue de Prague. Et à l'issue du concours, on ne va pas garder exactement le plan masse du lauréat, parce qu'il était très peu dense, et malgré tout, comme les philanthropes voulaient faire une œuvre pilote reproductible, il ne fallait pas que cette œuvre soit totalement déficitaire, même si en réalité c'est une fondation philanthropique qui a beaucoup d'argent. Mais elle veut montrer qu'elle donne l'exemple. Si elle veut que cet exemple soit suivi, il faut arriver à 4%, au fameux 4% de rendement. Alors on densifie un peu le projet de concours, on recrute 4 ou 5 architectes parmi les premiers lauréats, puis on leur demande de travailler ensemble à ce plan masse. Voilà le plan masse définitif. Il n'en reste pas moins qu'il est très aéré, qu'il n'existe plus de courettes, que tous les logements sont extrêmement ventilés, qui sont d'ailleurs d'une taille très luxueuse pour l'époque. Je dirais... alors il y a peu de studios pour célibataires, puisqu'on va voir l'objectif c'est la famille, mais 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, jusqu'à des 4 pièces, chose totalement inédite dans le logement ouvrier à l'époque, et qui, on pourrait dire, vont à peu près de 30 à 50 mètres carrés. Mais 50 mètres carrés pour un 4 pièces à l'époque, c'est beaucoup. Et en fait, ce sont des choses qui n'existaient pas. Et l'idée qu'on pourrait d'ailleurs proportionner le logement au nombre d'enfants des familles est une chose aussi tout à fait nouvelle, puisqu'auparavant, ils n'avaient qu'à s'entasser et il n'y avait pas de choix.
Alors, ces logements sont aménagés avec un très grand luxe de détails, toujours dans l'idée de faire une opération pilote qui sera publiée, diffusée, et dont de petites fondations, de petites sociétés pourront s'inspirer. Donc on fait le maximum d'expérimentation pour engranger des résultats, quelles idées marchent, lesquelles ne marchent pas, qu'est-ce qu'on peut faire. Et avec tous les chiffres, donc malheureusement les archives de la Fondation Rothschild ont été perdues pour leur très grande majorité, mais on a quelques petits documents qui nous font bien comprendre l'état d'esprit de l'époque, c'est le maximum d'expérimentation. Alors voilà, au titre de l'expérimentation, des vies d'ordures hygiéniques, pas tout à fait les vies d'ordures un peu archaïques du 19e siècle, mais avec les clapets qui ne permettent pas à l'air de ressortir ou aux odeurs de ressortir, très grande dimension, avec d'immenses trémies, nettoyés avec des systèmes de chasse d'eau pour nettoyer la trémie de temps à autre. Des cages d'escalier avec uniquement des matériaux de premier choix, des escaliers en pierre, escaliers et paliers et marches sont en pierre, carrelage jusqu'à 1,80 m en céramique blanche biseautée comme les carreaux du métropolitain, chaîne de premier choix pour les portes et toutes les menuiseries, et vous voyez jusqu'à la rampe d'escalier, on pousse le soin jusqu'aux petits détails, les petites boules sur les rampes d'escalier comme dans les écoles pour empêcher les enfants de glisser sur la rampe. Car on escompte qu'il y aura beaucoup d'enfants dans ces opérations. Et voilà donc un plan de masse qui est très aéré, avec un petit square à l'intérieur. Là, ce sont des photos prises à l'origine de ces bâtiments, une construction extrêmement soignée, pierre de taille, briques, qui a fait dire aux gens de l'époque que c'était beaucoup trop luxueux pour des ouvriers. Et il est vrai que, d'apparence, ces immeubles sont plutôt des immeubles bourgeois, et même plutôt bourgeois de très bon standing. Même si à l'intérieur, on a vu qu'on ne cède pas à une ornementation qui détournerait les habitants de la juste considération de leur place sociale, mais la construction est tout spécialement soignée avec l'idée qu'il ne fallait pas avoir de frais d'entretien. Donc tout premier choix, briques premier choix, pierre premier choix, ça apparaît dans les comptes rendus, mais pas de terrasse accessible. On le voit là, on est en 1910 parce que, comme on le sait, les systèmes d'étanchéité des toitures terrasses à l'époque ne sont pas du tout au point, les joints de dilatation sont tout à fait approximatifs, les relevés aussi. En gros, on sait bien qu'on ne fait des terrasses que fuyantes, donc voilà, on abandonne la terrasse, on abandonne le béton armé, on abandonne aussi les façades blanches, parce que alors peindre au ripolin tous les ans, c'est trop coûteux. Donc l'idée est qu'il faut une façade sans entretien, d'où la brique. Avec voilà, des squares intérieurs, rues intérieures, et vous voyez les habitants qui posent, soubassement en pierre de taille. Ces immeubles étaient d'une si bonne qualité qu'ils n'ont absolument pas bougé depuis l'époque, sauf à être restructurés un peu intérieurement. Façade sur la rue de Prague, avec des commerces de bouche évidemment vertueux à rez-de-chaussée, pas de débit de boissons, mais des boulangeries, des épiceries. Et une façade aussi dont le décor, vous voyez, s'apparente au décor bourgeois, soubassement, étage noble, balcon du 5e étage, beau window, petit balconnet qui n'est pas pour les séjours mais pour les cuisines, et puis un système, on pourrait dire une scansion verticale qui ferait oublier la très grande dimension, parce que l'idée est quand même que ces bâtiments passent dans le tissu urbain sans se faire remarquer. Aucune inscription en façade, pas de triomphalisme, pas de charité non plus. L'idée est de faire que le logement ouvrier s'insère dans la ville sans se faire remarquer. Voilà, évidemment, il y a des concierges aux entrées, des grilles qui sont fermées à une certaine heure. Voilà le système des entrées. Voilà quelques dessins de ces... Donc avec aussi une sorte de grand portail d'apparat
avec une grille plus particulièrement soignée, mais aucune inscription. Il n'est pas écrit Fondation Rothschild, ni logement, ni cité, machin chose sur la façade, rien. Tout au plus, quelques bas-reliefs évocateurs de la famille ouvrière. Mais bon, ni plus ni moins qu'un petit nid d'oiseaux sur tel ou tel immeuble, y compris des immeubles bourgeois des quartiers périphériques. Voilà quelques photos d'époque de ces cages d'escalier avec représentation des habitants. Et puis, alors, puisque le logement peut être l'occasion d'une œuvre éducative et sanitaire, puisqu'on fait de l'expérimentation tous azimuts, la Fondation Rothschild va essayer d'implanter dans ces immeubles tous les services possibles, hein, pour essayer vraiment d'inventer quelque chose de nouveau, de voir si le logement peut réellement être au centre d'une politique éducative à l'égard des classes ouvrières. Alors il y a des choses qui sont tout à fait banales, hein, voilà, un établissement de bain-douche et un lavoir pour les ménagères, donc lavoir automatisé avec des systèmes de distribution de poudre à laver, enfin bon, évidemment toutes institutions qui sont très peu coûteuses et même qui sont parfois, pour qu'elles soient encouragées, l'objet d'abonnements qui se payent avec le loyer. Donc vous avez vos tickets de bain-douche, vos tickets de lavoir avec le loyer pour inciter les gens à se laver et à laver leur linge. Tout ça, évidemment, qui suppose un luxe de machinerie et un personnel extrêmement nombreux. Il faut imaginer le coût de ces équipements pour un ensemble, j'ai oublié de le dire, qui est de 340 logements dans ce groupe d'habitation. Alors, mais là, on n'est que dans la banalité. Voilà l'innovation encore plus radicale. Il va y avoir un dispensaire dans le groupe d'habitation et tous les nourrissons font l'objet d'un dossier à leur naissance et sont surveillés jusqu'à leur adolescence, enfin jusqu'à l'âge adulte. Surveillance du poids, surveillance des maladies, conseil aux jeunes mères de famille, prêt de thermomètre quand l'enfant est malade, hein, une surveillance de la population enfantine notamment pour éviter la morbidité et la mortalité infantile. Montrer qu'une surveillance des enfants peut améliorer l'état sanitaire des nourrissons et des enfants, et puis y compris une petite salle d'opération où on pouvait redresser un membre cassé, enfin faire de petites interventions, une sorte d'infirmerie perfectionnée. Pour tout ça gratuit, naturellement, pour tous les enfants. Et tous les enfants sont suivis. Toutes les maladies contagieuses dans le groupe font l'objet de recensement. Et il s'agit de montrer qu'il y a moins de contagion dans des opérations de logement sain que dans le quartier environnant. Chose qui s'est révélée exacte. Moins de contagion, moins de rougeole, etc. Alors, l'ouvrier se nourrit mal, il faut lui apprendre à se nourrir bien. On va donc créer une cuisine interne, une cuisine collective, où seront vendus des plats diététiques, qu'à l'époque on appelle alimentation rationnelle, mouvement pour l'alimentation rationnelle. Donc voici les guichets de ces cuisines. Sont préparés dans les cuisines des plats diététiques avec des menus équilibrés, que les familles peuvent venir acheter par ces petits guichets que vous voyez à droite, mais il n'y a pas de restaurant, parce que, encore une fois, on veut encourager la vie de famille. Donc il faut décourager l'ouvrier de manger dans son petit boui-boui de quartier. Donc il va acheter le plat diététique et le manger en famille chez lui. Il s'agit d'apprendre aux ouvriers à habiter chez eux et à goûter les charmes de l'intimité familiale. Et surtout pas le cabaret. Ça revient dans tous les textes de l'époque. Et d'ailleurs, l'alcoolisme est un motif de renvoi, purement et simplement. Alors ensuite, un des problèmes est la garde des enfants. Famille ouvrière, donc 2 parents qui travaillent, ils travaillent éventuellement 12 heures par jour, quid des enfants? Eh bien, tout
les enfants de nourrissons jusqu'à l'âge scolaire sont accueillis dans la garderie enfantine. Mais il ne faut pas encourager les mères à mettre leurs enfants à la garderie au détriment de la vie familiale. Donc ce service-là est un peu coûteux, de façon à être dissuasif. Il existe, mais on le paye au coup par coup, il n'y a pas d'abonnement là, car il faut que la mère n'ait recours à ce service-là qu'au cas par cas. Néanmoins, ces garderies enfantines, qui sont au fond crèches, recouvrent crèches et école maternelle, fonctionnent très bien. On voit avec des méthodes pédagogiques nouvelles, pas exactement la méthode Froebel, mais presque l'adaptation française des méthodes Froebel. Donc l'éducation pour les écoles maternelles, pour les jardins d'enfants, l'éducation de pointe, l'éveil de l'enfant à tout. Voilà, avec le petit mobilier tonné. Ensuite, autre problème, la garde des enfants d'âge scolaire entre la sortie de l'école et le retour des parents. Les enfants sont condamnés à jouer dans la rue, ils sont donc exposés à tous les dangers de la rue, il convient de les retirer de la rue. Pour les retirer de la rue, on va créer ce qu'on appelle une école de garde, un lieu où les enfants font leurs devoirs sous surveillance en fin d'après-midi, jouent naturellement et ont plein d'activités culturelles, pédagogiques ou sportives le dimanche et le jeudi. Puisque les parents travaillent le jeudi, il faut occuper les enfants le jeudi. Donc voilà, les enfants font leurs devoirs sous surveillance et ont toutes sortes d'activités manuelles et autres au sein de cette école de garde. Et puisque là, c'est une activité qui doit être encouragée, cette fois-ci, ça marche par abonnement et c'est peu coûteux. Donc, et une fois qu'on est abonné, c'est obligatoire. Aucun enfant ne peut se dérober à l'école de garde. On n'a pas le droit d'aller traîner dans la rue après 4 heures. Et donc les enfants font leurs devoirs, apprennent à lire, etc. Ils font un peu de musique, de chant, et puis travaux manuels, voilà, récréation, guignol. On voit toutes les institutrices, on imagine le personnel que représentent ces institutions-là, et qu'évidemment, ces expérimentations étaient quand même difficilement reproductibles, on le devine tout de suite. Les garçons font des travaux manuels qui pourraient les initier à leur futur métier, cordonnerie, ébénisterie, menuiserie. Les filles apprennent la couture. Et les travaux ménagers. Et là, c'est encore l'objet de tout un secteur de la philanthropie de l'époque, qui est l'idée d'enseigner l'économie domestique, les arts ménagers, ce qu'on appellera un peu plus tard les arts ménagers, d'éduquer les filles à toutes ces tâches-là, car dans l'idée des philanthropes, c'est sur la mère de famille que repose le budget familial. C'est la mère de famille qui doit absolument organiser la vie familiale. C'est elle qui doit soustraire la paye de son mari dès le soir où il la reçoit, pour éviter toute tentation inutile et gérer le budget. Donc on apprend aux jeunes filles à gérer un budget, et puis évidemment toutes les tâches ménagères. Alors voilà, laver le linge, repasser, faire un menu diététique, mettre la table, faire la vaisselle, etc. On leur apprend voilà, tout de l'économie domestique. Voilà, les recettes du jour sont inscrites sur l'ardoise. Les enfants apprennent à mettre la table correctement. Et les recettes du jour apprises par les enfants pendant l'après-midi sont les recettes que la cuisine collective de l'ensemble d'habitation propose le soir. Donc les enfants apprennent le jour la recette qu'ils mangeront le soir avec leurs parents grâce à la cuisine collective du groupe d'habitation. Encore une dernière invention philanthropique. On est dans des logements qui sont plutôt de petite taille. À l'époque, on ne meurt pas nécessairement à l'hôpital. Il faut donc des salles mortuaires pour accueillir la veillée funèbre
du défunt entre le moment du décès et le départ pour le cimetière. Donc voilà, aménagement d'une salle mortuaire mise à disposition des familles de façon à ce qu'il n'y ait pas de veillée funèbre dans le logement qui neutraliserait une des chambres d'enfants et qui perturberait la vie familiale et serait très peu hygiénique naturellement. Donc voilà, une invention qui a fonctionné quelques années et puis qui est tombée en désuétude. On avait même pensé à l'époque faire des chambres mortuaires municipales laïques, et puis c'est une invention qui n'a pas eu beaucoup de suite. Alors, dernier point particulier de ce groupe d'habitation, des ateliers d'artisans. On est dans le faubourg Saint-Antoine. Les ébénistes sont nombreux. Ce sont souvent des artisans en chambre, enfin, voilà, qui travaillent chez eux. Le fait de travailler chez eux est très mauvais pour les enfants et l'hygiène et la vie familiale. Donc, on va leur proposer des ateliers qui sont reliés à un logement. Ils peuvent surveiller leurs enfants et néanmoins travailler sans exposer les enfants aux dangers des machines. D'où une aile que vous voyez à droite avec tous ces ateliers d'artisans reconnaissables par leurs fenêtres horizontales. Voilà. Et des artisans qu'on voit voilà, ici avec le mode d'emploi et le nombre d'artisans qui auront été accueillis dans le groupe d'habitation. Tout ça fait l'objet d'un règlement très strict. Je vous l'ai dit, l'alcoolisme est un motif de renvoi, mais en même temps très innovant. On peut choisir les modalités de paiement de son loyer. Il y a tout un tas d'œuvres comme ça pour apprendre aux familles à gérer leur budget le plus correctement possible en fonction de l'espacement de leurs revenus, si la paye est hebdomadaire, journalière ou mensuelle. Voilà. Et puis, il y a tout un tas de choses aussi qui sont liées au logement lui-même ou d'accessoires qu'on peut louer. On peut louer une machine à coudre, par exemple, si madame veut faire quelques travaux de couture pour améliorer l'ordinaire, ou on peut se faire délivrer de l'électricité grâce à des compteurs à sous. C'est une chose qui existait à l'époque, puis qui a dû tomber assez vite en désuétude. C'était des compteurs à fente pour les pièces. On met une pièce et ça vous débite de l'électricité pour 1 heure, 2 heures, une journée, etc. Donc, on peut gérer comme ça le plus souplement possible le budget familial. Donc, tout est fait pour que ce lieu soit un lieu d'expérimentation de la vie de la nouvelle famille prolétaire urbaine. Voilà une dernière photo retrouvée dans des archives qui montre aussi les machines qu'il faut pour faire fonctionner tout ça. Cette œuvre a eu tout de suite un immense succès. Les logements ont été pleins et ils n'ont jamais cessé d'être pleins. Il n'y a jamais eu de vacances dans ces logements depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui. Ils sont toujours gérés par la Fondation Rothschild, qui existe toujours, mais qui les a un petit peu restructurés naturellement, mis aux normes actuelles. Ils ont toujours eu un énorme succès au point qu'il y avait si peu de vacances que les jeunes familles ouvrières qui se sont installées là au début, choisies selon des critères de revenus, selon le nombre d'enfants. On voulait des familles nombreuses, jeunes, avec des revenus limités. Le choix a été fait comme ça, qui résident déjà à Paris, qui ne sont pas des immigrants à Paris, mais des vrais Parisiens. Il y a eu si peu de vacances que tous les gens qui sont nés dans ces immeubles, ils sont en général restés. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes aujourd'hui du logement social, enfin, qu'il est resté, qui est plus sensible aujourd'hui peut-être qu'à l'époque. De très bons logements ouvriers comme ceux-là sont des logements qui, au bout d'une génération, ne remplissent plus leur office, puisque dans les années 60, dans cet immeuble-là, il n'y avait plus que des personnes âgées. Voilà. Donc les garderies enfantines et autres écoles de garde ne servaient plus à rien, il n'y avait plus que des clubs du 3e âge. Alors depuis, cette première génération a disparu, mais il y a tellement de stabilité qu'au fond, l'œuvre elle-même s'en est trouvée mise en péril, hein, ou vidée de sa substance ou de ses intentions de départ.
Mais tout ça a été très publié, très visité par des délégations du conseil municipal, des élus de toute l'Europe, des architectes de partout. C'est quelque chose qui était très connu et même critiqué au fond pour son luxe. Voilà l'immeuble tel qu'il est aujourd'hui sur le square Trousseau. La fondation Rothschild, forte de cette première expérience réussie, en a tenté 2 autres encore à Paris avant la guerre de 14, une dans le 15e arrondissement, avec une parcelle un peu différente et un plan de masse très systématique d'immeubles à redans, mais tous les mêmes principes sociaux par ailleurs. Et un dernier immeuble dans le 18e arrondissement, rue Marcadet, 500 logements, avec toujours le portail monumental mais anonyme, et puis les petits jardinets à l'intérieur. La seule manière dont la fondation se manifeste dans l'immeuble, c'est une plaque de marbre qui est sous le passage coché et qui donne le nom des fondateurs, des architectes, la date, etc. C'est la seule et unique chose qui permet d'identifier cette œuvre. Donc voilà, la grande réussite du logement social français dans les années 1910. Alors cette fondation, qui était supposée faire des émules, en a fait effectivement, mais très peu, parce qu'il est tout de suite apparu que c'était beaucoup trop coûteux. Une petite société ne pouvait absolument pas, dans un petit immeuble, on ne pouvait pas faire ce genre d'équipement, et une petite société immobilière, vertueuse ou non, ne pouvait absolument pas suivre ce luxe d'équipements sociaux. Une seule fondation a tenu tête et a accepté l'émulation de la fondation Rothschild. Elle s'appelle Fondation Le Body. Elle a construit des immeubles analogues en même nombre. L'une a fait 1000 logements, l'autre a fait 1000 logements aussi à peu près, même type d'architecture, même volonté d'expérimentation. Voilà par exemple un immeuble de la Fondation Le Body où on expérimente l'idée d'une bibliothèque, salle de lecture pour les journaux, chauffoir, bibliothèque pour le soir. Donc l'ouvrier rentrant à la maison le soir pouvait lire le journal dans cette salle-là en buvant une boisson chaude. Et puis, pour vous donner un exemple, ce type d'équipement n'a pas fonctionné du tout, car les locataires n'ont pas du tout apprécié d'être reçus dans une salle où ils étaient accueillis par le propriétaire. C'était un représentant de la fondation qui leur offrait cette boisson chaude. Au fond, ils ont préféré renoncer aux journaux plutôt que de fréquenter le propriétaire. Donc c'est un équipement qui tout de suite a été fermé. Donc il y a des expériences qui marchent, d'autres qui échouent. Mais partout, même consensus architectural, la cour ouverte. Au point que l'immeuble le plus innovant, même provocateur de l'époque, en tout cas précurseur de ce que sera l'architecture du logement social plus tard, se trouve dans le 15e arrondissement. Il a malheureusement été un peu modifié depuis, un peu dénaturé, mais c'était un immeuble pour familles nombreuses, en béton armé, avec des escaliers totalement à air libre, donc aération maximum, plus de fronts bâtis, des immeubles séparés, reliés par ces systèmes d'escaliers à air libre, terrasses accessibles, pas de parties communes, tout ça était fait pour des familles très nombreuses et très pauvres. Donc on commence aussi à spécialiser un peu les opérations selon le type de population, l'expérimentation allant vers toujours plus de difficultés. Les familles à 4 ou 5 enfants sont les familles les plus difficiles à loger puisqu'elles n'ont aucun revenu suffisant pour payer un loyer. Donc il faut chercher des systèmes pour être hygiéniste et moral et sans dépasser les possibilités de la solvabilité des familles les plus pauvres. Donc voilà cet immeuble donc, le plus moderne, si on peut dire, au sens du mouvement moderne. Rue de la Saïda, dans le 15e arrondissement, c'est tout près de la Petite Ceinture. Il a été un peu dénaturé, mais une partie est restée intacte, parce que justement classée aussi, inscrite à l'inventaire, donc intouchable. Mais une autre partie a été complètement modifiée, c'est un peu dommage. Enfin, si on peut dire. Du point de vue du patrimoine, parce que pour l'habitabilité, aujourd'hui,
le manque de confort d'une structure en béton de ce type, avec des dalles très peu épaisses, des murs peu épais, faisait que c'était très sonore et, je pense, totalement inhabitable pour des gens aujourd'hui. Alors ça, c'est l'œuvre, on pourrait dire, du mouvement philanthropique de ces sociétés privées, fondations ou sociétés immobilières, dans un laps de temps qui va de 1900 à 1914. Mais ces sociétés vont être toutes, on pourrait dire, mises en sommeil ou ruinées par la guerre et les conséquences de la Première Guerre mondiale. Donc après la Première Guerre mondiale, toutes ces sociétés vont subsister très 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 difficilement. Elles n'ont absolument plus de quoi construire. Le rendement des opérations devient négatif. Voilà, ça coûte de l'argent, ça ne rapporte plus rien. Tout ça en raison de la mobilisation évidemment de tous les chefs de famille dans ces immeubles-là, et puis des lois moratoires qui permettaient aux familles de ne pas payer le loyer pendant la durée de la guerre, puis dans les années qui ont suivi la guerre. Donc plus aucune rentrée de loyer dans ce type d'immeuble, donc évidemment une survie très 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 difficile, et la plupart de ces sociétés ont disparu, corps et biens. 2 ou 3 ont subsisté parce que justement elles étaient alimentées par de généreux mécènes. Mais toutes celles qui comptaient sur leur loyer pour survivre ont disparu. Donc l'État, évidemment, est sommé de prendre la relève, chose qu'il avait anticipée dans les années 1910, que le conseil municipal à Paris, de majorité socialiste au début des années 1910, et l'État lui-même avait anticipé grâce à la loi Bonnevet en 1912, à la suite notamment de tout un mouvement d'agitation des locataires, organisation des locataires, mouvement de squat, manifestation publique de locataires, occupation illégale de locaux, réquisition illégale de locaux, etc. Donc il y a un grand mouvement d'agitation des locataires dans les années 1910. Voilà, des manifestations de locataires. Ce sont tous les gens qui déménagent à la cloche de bois, qui bloquent les rues pour montrer que la crise du logement est devenue un phénomène social de première importance et urgent. À la suite de ça, donc, le conseil municipal et l'État prennent des dispositions pour faire du logement social public. Mais puisque les fondations ont si bien réussi dans leur expérimentation et leur rôle de pilote, de modèle, d'exemple, eh bien, la ville de Paris va s'aligner exactement sur toute l'architecture, les principes architecturaux des fondations philanthropiques, et ni plus ni moins que recruter tous les cadres de ces fondations philanthropiques qui précisément sont mises en sommeil par la guerre pour faire l'œuvre municipale. Donc il n'y a eu aucune solution de continuité entre le privé et le public. Le public va reprendre les architectes, les cadres, les méthodes de travail, les agences d'architectes salariés s'il le faut, les doctrines architecturales, l'air, la lumière, la brique, les grands porches, etc. Tous les types de logements, pour les très pauvres, les moyennement pauvres, les plus aisés. C'est une politique qui est entièrement fondée en continuité de cette action privée reconnue à l'époque, il faut dire, internationalement. Donc voilà, l'action, les premiers logements publics les textes de loi vont définir 2 types de logements, soit pour les très pauvres qui viennent des taudis ou de la zone, qui n'ont jamais habité un vrai logement, à qui on va apprendre à habiter dans des logements qu'on pourrait appeler de transit. C'est à droite, le type de droite, salle commune, pas trop de confort, quelque chose d'un peu sommaire, pour apprendre à se servir d'un évier, d'une douche plus tard, etc. Et à gauche, pour des gens qui étaient déjà dans des logements, mais ne pouvaient plus payer leur logement. Donc voilà, il y a déjà toute une idée de stratification sociale qui passe dans cette typologie. Et puis une architecture qui va littéralement recopier, prolonger ce que faisaient les fondations avant-guerre, une architecture en briques, soubassement en pierre ou plus tard en béton, pittoresque de la polychromie de briques,
tentative pour trouver un style un peu d'architecture populaire, mais pas populiste, pas trop pauvre, un peu pittoresque, pas bourgeoise. Il y a eu beaucoup de recherches sur le style à adopter pour ces façades, mais toujours les mêmes principes, cours ouvertes, etc. Voilà les logements pauvres, dans le 13e arrondissement notamment. Alors une brique un peu moins coûteuse, un peu moins de polychromie, mais quand même quelques détails. Il fallait que ces logements se fondent dans le tissu urbain, toujours. On suit toujours aussi les expérimentations les avancées hygiénistes de l'avant-guerre dans ce type d'opération, d'ailleurs dessinées avant-guerre, conçues avant-guerre, mais construites après-guerre, des escaliers air libre, avec paliers de jeu pour les enfants. Des détails architecturaux qui se concentrent dans les hauteurs. On ne peut pas faire de beaux windows à proprement parler parce que c'est trop coûteux, mais on va faire des systèmes d'avancée ou de loggia, tout un vocabulaire un peu pittoresque qui serait supposé compréhensible. Parfois, il y a eu aussi beaucoup dans les années 10 l'idée qu'on devait que l'ouvrier étant un immigré venu de province et en général issu de familles paysannes, il fallait lui rappeler ses origines paysannes, donc avec un peu d'effort de style un peu rustique. Ce qu'il y a, c'est qu'en général, les ouvriers parisiens, une génération plus tard, avaient un peu oublié. Je ne suis pas sûre qu'ils étaient extrêmement sensibles à ça. Voilà, d'autres détails, toujours des jeux de briques, des pergolas, avec un style qui va un peu se modifier ou s'adapter ou se mettre au goût du jour dans les années 20 et 30, mais qui, grosso modo, n'est pas remis en cause dans ses principes. Les mêmes traitements d'angle entre l'architecture des années 10 et puis l'architecture des années 20 et 30. Les mêmes plans de masse, avec des systèmes de dents de peigne ou des systèmes d'immeubles un petit peu torturés comme ça, comme on le voit en bas sur la ceinture de Paris, puisque les principes d'hygiène sont la fragmentation maximum des immeubles pour que l'air et la lumière pénètrent partout. Et cette fragmentation, du coup, va être évidemment critiquée par le mouvement moderne comme n'offrant pas d'espace vert en taille suffisante. On fragmente les immeubles, mais on fragmente de fait les espaces verts et les îlots. Donc, chose qui va être une des choses qui ont été tout de suite critiquées, ou le plus violemment critiquées, ce sont les plans de masse, alors qu'ils étaient faits entièrement dans un but hygiéniste. Ils ont été ensuite critiqués au nom de l'hygiénisme, mais d'une version plus récente, plus mise à jour de l'hygiénisme. Même, au fond, dessins de façade dans ces immeubles des années 20, qui soient construits par la ville de Paris ou par l'office d'HLM de la ville de Paris, puisque la ville va se doter de 2 maîtrises d'ouvrage publiques, avec des détails différents dans l'organisation de la maîtrise d'ouvrage, mais la même continuité dans l'architecture et le personnel. L'office d'HLM, quand il est créé en 1914, va débaucher les architectes des fondations, et y compris les administratifs des fondations. Donc voilà, il y a une continuité parfaite de la maîtrise d'ouvrage public. Mais dans les années 20, et à la fin des années 20, au début des années 30 surtout, des nécessités économiques, la hausse du prix de la construction, le manque de terrain, un certain affairisme municipal, souvent décrié d'ailleurs, vont faire que petit à petit, la ceinture de Paris va se redensifier, alors que ce devait être une cité-jardin, ça va devenir petit à petit une vraie muraille, critiquée aussi pour son hyperdensité. Donc la dédensification voulue par l'hygiénisme débutant est oubliée dans les années 30 au profit d'une redensification pour des raisons économiques. Et évidemment, un contexte de consensus idéologique aussi fort fait que les expérimentations ne trouvent aucune place dans ce système. Les immeubles à gradins d'Henri Sauvage font l'objet d'une tentative, mais pas de 2. Ils sont tout de suite repoussés au nom de l'hygiénisme. C'est à gradins, certes, mais il y a une façade sud, donc il y a une façade nord. Et si la moitié des logements sont au soleil, l'autre moitié des logements n'a pas de soleil du tout, donc c'est refusé. On lui refuse une 2e tentative. Alors voilà pour la ville de Paris, mais la continuité va être la même en banlieue,
quoique avec quelques différences, où un très grand maître d'ouvrage du logement social, Henri Sellier, à droite sur ce petit ensemble de photos, va lui, d'une part, prolonger le système de maîtrise d'ouvrage effectivement des fondations, mais adapter les typologies au grand terrain de banlieue, à l'éloignement de la ville de Paris et à l'idée de cité-jardin. Donc on va faire des cités-jardins, mais avec les mêmes architectes que la ville et les fondations, ou à peu près. C'est d'ailleurs ce qui va distinguer la France des autres pays d'Europe et donner à toute cette œuvre du logement social de l'entre-deux-guerres un aspect au fond archaïque, en très peu mouvement moderne, entre guillemets, c'est que tous ces bâtiments vont être construits par les plus âgés des générations précédentes, des architectes des générations précédentes, pour la bonne raison que les plus jeunes sont sur le front, décimés, et que seuls sont à pied d'œuvre les plus anciens. Voilà, ce sont des soixantenaires qui construisent les cités-jardins de la banlieue parisienne. Mais ces soixantenaires, Henri Sellier va les obliger à avoir néanmoins à cultiver des principes architecturaux communs et pour les aider peut-être en quelque sorte à mettre à jour leur culture architecturale en les emmenant dans toute l'Europe visiter ce qui se fait de mieux dans le domaine du logement social, aussi bien dans les pays vaincus que dans les pays alliés, et donc ou les pays révolutionnaires. Henri Sellier et ses groupes d'architectes, on voit le petit groupe là en bas, Henri Sellier, le troisième en partant de la droite, le barbu, vont aussi bien en Hollande, voir les cités-jardins hollandaises, voir Hilversum naturellement, que tout le monde visite à l'époque, voir les cités-jardins belges, les cités-jardins anglaises naturellement, mais ils vont aussi en Autriche voir tout le système de la Vienne rouge, les Hof. Ils vont aller en Allemagne voir toutes les cités des grandes villes allemandes et notamment de Berlin. Ils vont aller en URSS. Ils font la tournée de tous les pays d'Europe pour se renseigner et se mettre à jour en quelque sorte. Et donc ces groupes d'architectes, donc non renouvelés jusqu'en 1930, donc tout à fait les plus âgés de leur génération, vont être ceux qui font les plans de toutes ces magnifiques cités-jardins du département de la Seine, les 17 cités-jardins du département de la Seine, aujourd'hui malheureusement détruites pour la plupart. Donc cités d'autant plus grandes qu'elles sont plus éloignées de Paris, et pour lesquelles Henri Sellier va prolonger l'idée d'une expérimentation sociale, mais aussi d'une expérimentation urbaine, l'idée que le logement social participe de l'aménagement du territoire à l'échelle de la région. Donc le logement social, dans l'idée d'Henri Sellier, va de pair avec la formation de cadres techniques pour les municipalités, avec une formation à l'urbanisme pour les élus, les services techniques, les architectes, un enseignement de l'urbanisme, le problème des transports en commun, le problème des régies de l'assistance sociale, des assistantes sociales, le problème de la protection maternelle et infantile. Toutes les œuvres sociales et éducatives vont essayer d'être regroupées toujours aussi autour de ces cités-jardins, les groupes scolaires, etc., ce qui supposait aussi un travail en étroite symbiose avec les maires de ces villes, au sein d'un office d'HLM qui regroupait tout le département de la Seine. Et il travaillait avec des offices d'HLM aussi municipaux. Donc c'est vraiment tout un système d'aménagement du territoire rationnel que Henri Sellier met en place à ce moment-là au sein du Conseil général. Et notamment, pour les architectes, un lieu unique de travail. Eux sont payés aux honoraires, non pas salariés, mais ils sont contraints de travailler au même endroit, dans le même bâtiment, au sein de la maîtrise d'ouvrage. Là où sont les bureaux de l'office d'HLM sont les agences des architectes, chacun ayant sa petite agence dans un bâtiment unique. Et tous les architectes étant supposés travailler ensemble, confronter leurs points de vue,
confronter leurs plans de masse, harmoniser leurs solutions. Et ces solutions sont l'adaptation en fait des règles d'Unwin publiées avant-guerre. On est sur un corpus doctrinal entièrement élaboré dans les années 1900. Ce qui va distinguer un aggiornamento plus lent que dans d'autres pays d'Europe, et ce qui va nous distinguer des autres pays. Voilà, et avec un système donc d'œuvres sociales liées, sauf que comme on est dans la maîtrise d'ouvrage public, avec des œuvres sociales existantes, évidemment, il faut faire avec toute une organisation éducative, sanitaire et sociale qui préexiste et qu'il faut réorganiser, convaincre, adapter à cette prise en charge des familles dans les logements sociaux. Mais donc, les assistantes sociales ont leur bureau dans les cités-jardins, à côté des logements. Les groupes scolaires sont prévus dans les cités-jardins, les dispensaires aussi, les bains-douches aussi, etc. Mais tout ça est construit avec les mêmes architectes qu'avant, et les mêmes architectes que la ville de Paris. Et Gonod et Albinck, qu'on a vu, pour lesquels je vous ai montré 2 ou 3 photos auparavant de logements sociaux parisiens, sont aussi les auteurs d'une ou 2 cités-jardins de la banlieue parisienne. Il y a très peu d'architectes qui participent à cette œuvre-là. C'est ça le côté aussi étonnant. Beaucoup d'architectes au chômage, les jeunes qui reviennent de la guerre, mais pas du tout, c'est les anciens qui ont la commande et qui la gardent. Et continue donc dans les années 20 jusqu'en 1930 environ à faire des petites cités-jardins avec ce rêve rousseauiste de la petite maison qui est une vraie maison avec ses contrevents verts. Henri Sellier qui est pourtant un élu socialiste convaincu, un socialiste de toujours, socialiste tendance réformiste, mais c'est un socialiste qui était chaud partisan de l'habitat individuel. Voilà. Donc la gauche fait bon ménage à l'époque avec l'idée d'une habitation individuelle pour les familles ouvrières, chose qui était impossible à Paris, mais qui devenait possible dans la banlieue parisienne. Donc des cités-jardins principalement individuels pour que l'ouvrier ait son lopin de terre, apprenne à jardiner, cultive ses légumes, se nourrisse mieux, ait quelques fleurs devant, qu'il y ait une émulation, un esprit de voisinage. Dans les cités-jardins, pour être sûr qu'il y ait une communauté humaine et urbaine qui se cristallise, on injectait les associations locales dès le début. Donc on crée les associations ludiques, culturelles et autres avant même l'arrivée des habitants. Donc la chorale, la fanfare, le jeu de boules, tout ça, ils sont tous pris en charge dès le début. Les enfants, les associations pour les enfants, les centres de plein air, tout ça, tout est créé dès le début, de façon à ce que l'esprit de voisinage soit cristallisé. Voilà, avec ces modèles anglais adaptés pour la France. Mais petit à petit, même problème qu'à Paris, hausse du coût de la construction, obligation de redensifier, parce qu'on ne peut pas équilibrer les opérations. Tout vient de l'avant-guerre, y compris l'équilibre sur lequel était fondé tout le programme de logement public. Cet équilibre ne fonctionne plus après-guerre, et donc très vite, ils sont contraints de revoir leur plan de masse, revoir leurs principes d'aménagement pour faire place au logement collectif. D'abord dans un système mixte, individuel et collectif, et petit à petit, fin d'individuel et tout collectif. Voilà, Suresnes, petite maison individuelle, voisinant avec immeuble collectif, toujours les mêmes principes architecturaux que Paris, la brique, partout que la brique. Et puis petit à petit, la toiture terrasse, naturellement, qui arrive, et là, au Pré Saint-Gervais, qui cohabite avec de l'individuel en cœur d'îlot, plus art déco. Et puis des plans de masse qui, voilà, Plessis-Robinson, premier projet, une cité-jardin extensive, on lotit tout, petite maison, petites figures urbaines, mais on commence à le construire avec des petits immeubles et des lopins de terre pour les locataires. Chacun a son petit jardin ouvrier, y compris des gens qui habitent des immeubles collectifs. Mais très vite, il faut revoir l'équilibre, et donc on passe à des systèmes tout collectifs, préfabrication, industrialisation,
normalisation des éléments du bâtiment, second œuvre, gros œuvre, etc. Donc, architecture du chemin de grue qui arrive très très vite, à la fin des années 20. Voilà, plan de masse rationnel à l'allemande. Donc les voyages en Europe vont avoir une influence à partir de 1930 sur tous les plans de masse des cités-jardins de la région parisienne. Voilà, on passe du pittoresque aux grands îlots fermés, mais là en l'occurrence au Plessis-Robinson, avec néanmoins, vous voyez au centre de ces grands U, les petits lopins de terre à cultiver. Les jardins ouvriers existent encore. Ils sont au pied des immeubles au lieu d'être à côté de la maison, mais ils existent encore. Voilà, les bars modernes avec les jardins ouvriers au pied des bars. Chose que Le Corbusier va réfuter absolument en disant « c'est indigne, on condamne l'ouvrier à une double journée de travail, il doit jardiner le soir en revenant du boulot, c'est trop cruel ». Donc, dans son idée, les espaces verts ne pouvaient être que des terrains de sport et un tapis vert un peu abstrait, mais dans l'idée d'Henri Sellier, qui avait été bien briefé, si j'ose dire, par les philanthropes, il fallait que la famille ouvrière continue ses activités dominicales dans les petits lopins de terre, dans les jardins ouvriers. Tous ces jardins ouvriers, qui étaient une des raisons du succès de ces cités, ont été détruits avec les cités elles-mêmes, naturellement, aux grands dents des locataires. Voilà la cité-jardin du Plessis-Robinson dans sa version 1930. Autre exemple, on n'est presque que du collectif, la cité-jardin de Châtenay-Malabry, qu'on appelle aussi la butte rouge, parce que les enduits des façades étaient rosés. Vous voyez, on est très loin de Paris, une très grande cité, mais là, on renonce à l'individuel. Mais au profit de petits immeubles collectifs, un peu avec une influence viennoise d'ailleurs, et un aménagement paysager de premier ordre. Henri Sellier travaillait avec de très très bons paysagistes. Tous ces bâtiments ont malheureusement abandonné, les paysages aussi, mais ça a été une très grande œuvre urbaine. Voilà les bâtiments tels qu'ils étaient il y a quelques années. Et puis on va vers de plus en plus dense. Et voilà, Maison Alfort, cette fois-ci, une forteresse, si on peut dire, dans un habitat, vous voyez, pourtant très peu dense, au milieu de parcelles encore maraîchères. On va faire quelque chose qui est du collectif, sans état d'âme. Et là, on est vers 31-32. Pour aller, 1931-32, vers le dernier chantier, la dernière œuvre d'Henri Sellier, qui est la cité-jardin de Drancy-la-Muette. Prototype où on voit le prototype des grands ensembles français de l'après-guerre, sauf que c'était une cité inachevée, faite de tours et de bars, avec un système entièrement industrialisé de construction à sec, et non plus construction avec ossature, béton, remplissage briques. Là, tout est préfabriqué en préfabrication foraine. Donc on est bien dans le chemin de grue, on est bien dans la standardisation, y compris architecturale. Mais on reste dans un système où tout est fait pour la famille ouvrière, avec les œuvres sociales, avec en principe les écoles à côté, avec tout cet accompagnement social local, sanitaire et social, qui était dans la doctrine de ces premiers maîtres d'ouvrage publics. Il se trouve que cet immeuble a eu le destin tragique que l'on sait. Voilà, il est resté inachevé parce qu'en 1933, l'État, au bord de la faillite, cesse de financer le logement social. Donc la loi Loucheur est interrompue avant son achèvement. La France s'était engagée à faire 260 000 logements sociaux en 5 ans, logements sociaux et moins sociaux, et intermédiaires, disons, en 5 ans. Elle en fait 200 000 et elle s'arrête parce que voilà, l'État est au bord de la faillite. Il y a eu entre-temps le krach boursier, la crise économique, les caisses sont vides,
et on interrompt tous les chantiers de logement, notamment les chantiers de logements sociaux. Là-dessus, le Conseil général de la Seine change de majorité. On refuse à Henri Sellier les crédits d'aménagement des transports en commun. Tout le programme de transport en commun de la région parisienne se trouve plus ou moins mis en sommeil, réduit, voire complètement supprimé. La régie des transports en commun va dire à Henri Sellier, écoutez, quand vous aurez des locataires dans vos logements, nous, on amènera les transports en commun. Sellier avait beau répondre, tant qu'il n'y a pas de transport en commun, mes cités-jardins prévus loin de Paris pour avoir des terrains peu chers, je ne peux pas les mettre en service. On va rester, ces deux positions vont être irréconciliables, les logements restent vides. Donc toute une œuvre, des milliers de logements vont rester vides pendant quelques années dans la région parisienne, jusqu'à ce qu'il se trouve un locataire qui n'a pas de problème de transport en commun, qui est l'armée, et tout ça va être loué à l'armée, comme locataire de Plessis-Robinson, de Drancy-la-Muette. L'armée qui, à Drancy-la-Muette, va faire l'usage que l'on sait du grand bâtiment en U, puisque ça devient le camp d'internement de Drancy. Mais bon, Henri Sellier n'y était pour rien, naturellement, et cette œuvre a fini comme ça, de façon absolument tragique dans un cas, et de toute façon torpillée, on peut dire littéralement, par d'autres organismes du Conseil général. Et donc là, on était bel et bien dans des typologies nouvelles et une architecture complètement différente de celle qui était l'architecture populaire, pittoresque, rustique des années 1910. Donc le changement se fait à l'aube des années 1930, même si cette œuvre reste inachevée à ce moment-là. J'ajoute qu'évidemment, à ce changement d'orientation architecturale, il venait aussi un changement de génération. Toute la génération des anciens qui œuvrent jusqu'en 1930, soit partent à la retraite, soit sont gentiment remerciés par les maîtres d'ouvrage, en tout cas par Henri Sellier, qui va à ce moment-là faire appel à la plus jeune génération. Donc là, en l'occurrence, Eugène Baudouin et Marcel Lotz. Hummel et Dubreuil dans d'autres cas, mais en gros la génération d'un Le Corbusier, même si Le Corbusier n'accède pas à cette commande-là. Voilà, dernière image, le grand U de la cité-jardin de la Muette, malheureusement un petit peu déjà défiguré par des peintures couleur abricot qui n'étaient pas du tout dans l'esprit de l'époque, le reste ayant déjà disparu, détruit dans les années 70. Voilà, c'était un petit aperçu de cette histoire du logement social, de cette invention du logement social et de cette période qui, encore une fois, est une seule et unique période qui commence vers 1900 et s'achève avec la Deuxième Guerre mondiale ou l'arrêt des chantiers dans les années 30. Dans l'après-guerre, l'État va repartir sur des bases complètement différentes, une politique du logement national et non plus locale, la fin totalement du système philanthropique, mais au fond la mise aussi en veilleuse de ces organismes départementaux ou municipaux au profit d'une politique nationale du logement. Et la fin aussi de toutes ces œuvres, on peut dire, d'accompagnement social à l'échelon local au profit de ce qu'on connaît, la sécurité sociale, des œuvres et la prise en compte de l'individu autant que des familles. Voilà, dans le cadre de grandes politiques nationales de la famille et pas de politique du logement.